Bonjour, bienvenue dans cette séquence de Chimie at Home. C'est la séquence numéro 1 d'introduction, d'initiation à la chimie organique. Il sera question dans cette première capsule de nomenclature et du calcul de ce que nous appelons le nombre d'insaturation. C'est le début de la chimie organique que nous allons aborder. Le programme stipule que, il s'agit d'abord de faire comprendre les enjeux et puis la logique de la synthèse en chimie organique. Nous aurons besoin pour cela de décrire la géométrie des molécules. Ce sera un prolongement donc de la méthode VSEPR que nous avons vue. Il sera alors temps de qualifier, d'introduire les stéréodescripteurs ou descripteurs stéréochimiques R, S, Z, E. Tout ceci sera prolongé en travaux pratiques par des analyses faites au polarimètre de Laurent et nous étudierons donc lors de la prochaine séquence de travaux pratiques l'activité optique et plus particulièrement donc essaierons de vérifier la loi dite de Biot. Alors tout d'abord la nomenclature ou comment nommer une molécule. Une molécule se nomme en respectant des règles qui sont les règles du centenaire qu'est l'IUPAC, jeune centenaire, puisqu'en 2019, nous avons fêté les 100 ans de l'IUPAC à Paris. L'IUPAC, c'est l'Union internationale de chimie pure et appliquée, ou International Union of Pure and Applied Chemistry, qui nous indique par exemple comment nous devons nommer la molécule de menthol. Et la molécule de menthol, suivant les règles de l'IUPAC, se nomme telle que je vous laisse le découvrir ici. Cyclohexanol, quelques préfixes et puis les descripteurs stéréochimiques. Alors je pense qu'il est bon de rappeler et de vous rappeler que suivant le nombre d'atomes de carbone d'une chaîne d'hydrocarbures, nous aurons la racine d'un nom qui découlera du nom de l'alcane, composé saturé ne possédant que des atomes de carbone et d'hydrogène. Alors un atome de carbone, le méthane, 2 l'éthane, le propane, le butane en C4, le pentane en C5, l'hexane en C6, et je vous laisse découvrir la liste jusqu'en C10, et je pense qu'avec uniquement ceci, nous pouvons déjà faire de belles synthèses organiques. Il est bon aussi de connaître le nom de différents substituants très communs, comme le substituant méthyle CH3, éthyle C2H5. Je vous laisse découvrir les suivants et j'insisterai plus particulièrement sur ce groupe-ci qu'il faut nommer dans sa totalité. C'est un groupe de formule brute C6H5 et c'est le groupe phényl noté également PH. Le nom d'un composé en nomenclature UPAC est construit ainsi. Vous avez une chaîne carbonée la plus longue qui va permettre de connaître la racine du nom. La racine sera suivie d'un suffixe et peut être précédée de préfixes. Dans le cas de la molécule de menthol, cela donne ceci. La chaîne carbonée est une chaîne carbonée qui est cyclique en C6, d'où la racine cyclohexane. La terminaison ol indique que la fonction principale, c'est la fonction alcool. Et enfin, il y a un substituant lui-même ramifié dont nous précisons les connexions à la chaîne principale. Ici, vous avez donc les descripteurs stéréochimiques. Comment faire quand il y a plusieurs groupements fonctionnels dans une molécule? L'IUPAC nous dit que quand des composés contiennent plus d'un groupement fonctionnel, il y a un ordre de préséance à respecter. Par exemple, nous nommerons d'abord le composé comme étant un acide carboxylique ou un dérivé d'acide carboxylique, tel un ester, un chlorure d'acyle ou un amide. Et par exemple, si dans une molécule nous avons à la fois la fonction cétone et la fonction alcool, la primauté
revient à la fonction cétone et nous utiliserons donc le suffixe on. L'alcool n'étant pas prioritaire, nous n'utiliserons pas donc la terminaison ol, mais au contraire le préfixe hydroxy. C'est quelque chose que nous manipulerons de façon assez commune avec ces quelques fonctions le plus fréquemment rencontrées en chimie organique. Qu'appelle-t-on un groupement fonctionnel? Un groupement fonctionnel, c'est un groupe caractéristique. Ce sont des atomes ou groupes d'atomes qui sont liés à la structure principale par une liaison autre qu'une liaison entre deux atomes de carbone. Alors, à l'exception quand même notable de quelques groupes possédant des atomes de carbone liés par une, deux ou trois liaisons à des hétéroatomes. Quel est le nom de cette molécule-ci? Il faut d'abord repérer que la chaîne carbonée la plus longue est en 1, 2, 3, 4, 5, en C5. C'est donc un dérivé du pentane. On reconnaît la fonction aldéhyde, le groupement carbonyle, mais la fonction aldéhyde. Et en position 3, nous avons un atome de chlore. Cette molécule est le 3-chloropentanal. Il n'est pas nécessaire d'écrire pentane 1-al, puisque commençant par un atome d'hydrogène, c'est forcément l'atome de carbone numéro 1 qui est ici. Et donc en position 3, un atome de chlore. Notez le tiret entre le 3 et le C. Cette deuxième molécule possède une chaîne carbonée qui est en C9. On reconnaît ici la fonction cétone. Nous allons commencer la numérotation par la droite parce que nous pourrons lui donner l'indice de position numéro 2, alors que si nous avions commencé par ici 1, 2, etc., nous aurions eu l'indice 8. Donc essayons de minimiser l'indice permettant de repérer la fonction principale. Et enfin, en position 7, un atome de chlore. La fonction cétone, c'est donc le 7-chloro-5-méthylnonane de on. La terminaison on de la fonction principale, le groupe méthyle, l'atome de chlore, chloro. Et notez que nous classons les préfixes par ordre alphabétique et non pas par indice le plus bas, mais d'abord par ordre alphabétique sans tenir compte du préfixe di, tri, etc. par exemple. Donc 3-chloropentanal, 7-chloro-5-méthylnonane de on. Quel va être le nom de cette molécule? On y repère deux fonctions cétone, une fonction alcène. Si vous reprenez ce que dit l'UPAC, eh bien, les doubles liaisons ne doivent être, comme les triples liaisons, citées qu'en suffixe. C'est à la page numéro 10 de votre polycopier. La chaîne carbonée, dans ce cas-là, la plus longue, est une chaîne en C8. C8, dérivé donc de l'octane, donc le préfixe ici pour indiquer les différents substituants présents, et la racine du nom, donc oct. Le an disparaît au profit de n, et nous gardons le e parce qu'ici nous avons une consonne. Dione, deux fois la fonction cétone en position 2 et 3. En position 7 se trouve la double liaison, le premier atome plus exactement de la double liaison. Et puis on repère ici donc la fonction alcool, mais n'étant pas la fonction principale, nous utiliserons donc le préfixe hydroxy. Nous avons numéroté C, H, M dans l'ordre pour nommer donc cette molécule-ci. Voilà, vous pouvez vous exercer à nommer ces différents composés. Vous noterez dans le tableau que la fonction amine est prioritaire sur la fonction alcool ou pas? Non. Donc il faudra ici nommer le groupe OH comme étant donc la fonction principale. Cette molécule-ci est donc un dérivé d'un alcool, donc terminaison ol, et nous utiliserons donc le préfixe amino. Donc il s'agit du 3-amino-pentane-2-ol. Autre chose après la nomenclature
Qu'appelle-t-on la formule moléculaire? La formule moléculaire, par définition, c'est une publication du Journal officiel de la République française du 18 avril 2001. Eh bien, c'est une formule qui indique la nature et le nombre de chacun des atomes, en accord avec la masse moléculaire, ou la masse molaire si vous voulez, de celui-ci, mais attention, sans présumer du tout du mode d'association de ces atomes. On ne renseigne pas du tout le mode de connexion entre les atomes. La formule brute, c'est un petit peu différent, même si parfois on utilise de manière erronée cette expression pour désigner la formule moléculaire. Eh bien, pourquoi est-ce important de connaître la formule moléculaire? Eh bien, en fait, nous allons déjà dévoiler une partie de la structure de la molécule uniquement en examinant sa formule moléculaire et en calculant ce qu'on appelle le nombre d'insaturation d'une molécule. Qu'est-ce que le nombre d'insaturation? C'est le nombre de cycles et de liaisons multiples qu'elle comporte. Liaisons multiples, ce sont des liaisons doubles ou triples, carbone-carbone, carbone-oxygène par exemple. Et nous dirons que le nombre d'insaturation correspond donc à un défaut de 2 atomes d'hydrogène par rapport au composé saturé. Comment calculer le nombre d'insaturation? Eh bien, en retenant cette formule-ci. Bon, je vous l'accorde, elle n'est pas très facile à retenir. Je vous proposerai en exercice un moyen de retrouver le nombre d'insaturation. Alors, soit vous utilisez cette formule-ci, soit vous identifiez ce que sont des cycles et des liaisons multiples dans une molécule. Alors, une liaison double va compter pour une insaturation. S'il y avait une liaison triple, elle compterait pour 2 insaturations. Une première, une deuxième. Ok? Cette molécule-ci possède, à notre avis, combien d'insaturations? 3, puisque nous repérons 1, 2, 3 doubles liaisons. 3 doubles liaisons, il y a 3 insaturations. Les voici clairement repérées et assez facilement identifiées sur cette molécule. La molécule de caféine possède, elle, combien d'insaturations? Nous remarquons qu'il y a 1, 2, 3, 4 doubles liaisons. 4 doubles liaisons. Et puis, nous identifions 1, 2 cycles. Il y a également donc 2 cycles. Donc au total, la molécule de caféine possède 6 insaturations. Vérifions-le. 2 fois 8 moins 10 moins 0. O ne compte pas non plus du tout dans la formule de toute façon. Plus 4 pour le nombre d'atomes d'azote, plus 2 égale 12. 12 divisé par 2, 6 insaturations. Voilà, c'est la fin de cette première séquence. Je vous propose maintenant de passer aux différents exercices qui vous ont été proposés. Et nous nous retrouverons très bientôt pour une deuxième partie consacrée aux isoméries et à la stéréochimie. Nous n'en aurons jamais fini.